Bonjour à toutes et tous, nouveau générique, nouvelle émission. On a beaucoup travaillé au sein de l'équipe Aliancy pour vous proposer ce format. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez réagir, nous faire vos suggestions. On va le faire vivre, on va l'améliorer. Le thème de cette première émission, la résilience numérique, c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous pu passer cette pandémie en étant directement, à distance, grâce au numérique. Toutes nos organisations ont été résilientes grâce au numérique. Et c'est l'ambivalence du numérique. On a pu effectivement avoir cette capacité à s'adapter. Et à l'autre côté, on est de plus en plus vulnérable. Et que ce soit l'épisode de Facebook, plus ancien, effectivement, l'épisode qu'on a vécu avec OVH, ça montre qu'aujourd'hui, la règle, c'est ce qui est imprévisible. Il faut l'anticiper, il faut s'adapter. Et tous nos invités sont là ce soir pour débattre avec nous de cet enjeu de résilience numérique. Nouveau format, un engagement, 52 minutes, montre en main. On a démarré pile à l'heure. L'idée, encore une fois, sur cette première partie d'émission, c'est de vous donner envie de nous rejoindre sur la session de débrief. Tout au long de cette émission, je vais vous le rappeler, vous avez un lien qui va être communiqué pour ceux qui nous regardent sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre sur Salon Débrief, sur le webinaire et Zoom, précisément. Et là, en fin de session, on va pouvoir débriefer ensemble, répondre à vos questions, faire réagir nos invités qui ont joué le jeu et participer, qui ont joué le jeu, encore une fois, à ouvrir les pages de l'organisation et surtout être le plus concret possible tout au long de cette session pour donner des points d'éclairage pour être utile et efficace. Sans plus attendre, avant de donner la parole à Catherine, j'ai Didier, qui est notre lien avec les réseaux sociaux, comme je disais. Voilà. N'hésitez pas à nous poser vos questions, nous les reprendrons dans la session débrief avec plaisir. Et en live, Didier vous fera réagir aussi, donc voilà, il fera le lien, et en attendant que vous nous rejoigniez sur cette session de débrief. Catherine, j'ai dit que je ne serais pas bavard ce soir, donc on a beaucoup d'invités. Encore une fois, merci à tous d'être présents. Donc, on va les présenter au fur et à mesure de notre session. On a nos partenaires aussi qui ont rendu possible cette session qui sont présents. Catherine, la résilience numérique a touché toutes les organisations, touche toutes les organisations, que ce soit la crise, que ce soit effectivement cet enjeu de cybersécurité aussi. Absolument. Et là, je vous laisse. Et pour en parler, deux invités, effectivement. Ludovic Donati, qui est le directeur de la transformation et de la performance numérique du groupe Eramet. Bonsoir, Ludovic. Et Vincent Champin, qui est membre du comité exécutif de Framatome. Bonsoir, Vincent. Alors, tout de suite, une première réaction. Justement, on sort à peine donc, de 18 mois de crise sanitaire, en espérant qu'on en sorte. Réellement, comme changement profond aujourd'hui dans vos entreprises, qu'est-ce que vous constatez ? Ludovic ? Alors, peut-être juste pour resituer deux chiffres. Eramet, on a un groupe minier métallurgique présent dans une vingtaine de pays. Donc, on produit du nickel, on produit du manganèse, on produit des sables minéralisés, bientôt du lithium et des alliages à haute performance. On fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Nous, quand on a subi la crise Covid, ça a été très compliqué parce que, étant un groupe très décentralisé, il a fallu mettre à niveau nos moyens de communication. Donc, on a beaucoup insisté sur le télétravail, mais aussi sur la capacité à pouvoir échanger à distance entre les usines. Exemple tout bête, lunettes connectées pour pouvoir connecter des experts à distance sur la fabrication métallurgique ou sur les mines. D'autres exemples aussi où on avait besoin de garder le lien dans des zones assez reculées comme le Gabon ou l'Argentine. Donc on a mis tout ça en place et ça nous a permis de mieux échanger, de passer la crise et finalement de voir qu'on n'était pas forcément obligé de se déplacer toujours sur site pour régler certains problèmes. Et du coup, il y avait également un vrai changement d'état d'esprit, finalement. Alors, il y a eu un véritable changement d'état d'esprit, parce que, voilà, au début, on ne pouvait pas envisager nos relations humaines sans se déplacer, toujours être sur place. Là, on a vu qu'on pouvait le faire à distance et surtout qu'on pouvait régler des problèmes complexes en étant sur plusieurs sites différents. Et c'est vrai particulièrement sur les problématiques industrielles qu'on traite, puisqu'on est sur des mines et sur des usines qui sont extrêmement complexes à gérer. Alors là, on était sur des aspects plutôt positifs du post-Covid. Vincent, chez Framatome, est-ce qu'il y a d'autres aspects positifs que vous voyez ou est-ce qu'il y a aussi des aspects plus complexes que vous relèveriez ? Tout à fait. Alors, Framatome, on est présent partout dans le monde. On conçoit, on construit, on maintient des composants nucléaires, des systèmes de contrôle
et du fuel nucléaire. Donc c'est une activité qui ne peut pas s'arrêter. Donc arrive le Covid et la question c'est comment on fait pour continuer alors qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises qui ont pour conséquence d'arrêter l'activité. Et donc il y a le premier moment, et que je pense que tout le monde a connu, qui est est-ce que les VPN vont tenir, distribuer de toute urgence des ordinateurs mobiles à des personnes qui avaient des fixes. Ça, c'est la première phase. Puis ensuite, il y a une deuxième phase où on essaie de faire un peu de productivité, d'être plus efficace par rapport à ce mode opéranti. Donc les aspects qui ont changé, la cyber, je pense que les gens ont beaucoup plus compris leur dépendance au numérique et donc les risques liés à cette dépendance. Le fait qu'on pouvait faire de la collaboration en digital, du brainstorming, des choses. Alors à la fois, il y a une prise de conscience positive qu'on peut en faire, y compris des choses qu'on pensait ne pas faire, et aussi une prise de conscience des limites. C'est-à-dire que les activités les plus créatives, certaines réunions d'excellence opérationnelle, on s'aperçoit qu'elles sont difficiles à complètement numériser, et que d'ailleurs certains des outils qui existent ne sont pas encore complètement en ligne avec les usages. Ensuite, une extension du domaine de la lutte. Le DSI, avant le Covid, il s'occupe de son système. Après le Covid, il va s'occuper aussi du réseau personnel et de régler des problèmes qui sont liés parce qu'un type a branché son imprimante personnelle ou a un problème de Skype et on finit par découvrir que c'est lié à son réseau. Donc ça change le métier et ça change le rôle puisque, ce qu'explique Gartner, c'est le passage du CIO au COO. C'est-à-dire que le DSI devient en fait un patron des opérations puisqu'il n'y a plus rien qui peut fonctionner sans le digital. Donc ça, c'est positif pour l'entreprise. J'allais dire que c'est à la fois un honneur et une charge, parce que derrière, il y a aussi des attentes. Et d'un point de vue stratégique, justement, par rapport à la pandémie a également mis en exergue certaines vulnérabilités de l'industrie, justement. On en parlait avec Ludovic. Qu'est-ce que, justement, sur la question de la souveraineté, des problèmes que ça a pu poser parfois en termes de supply chain, d'approvisionnement, etc. Un mot là-dessus ? Oui, alors le premier point d'approvisionnement, on l'a vu, il y a des pays qui se sont fermés complètement. Donc il y a eu un certain nombre... le plus simple, évidemment, tout ce qui est l'informatique. Au début, des problèmes d'approvisionnement, maintenant des problèmes de pénurie. C'est deux faces d'une même médaille. On a eu aussi la conscience qu'il y a certaines composantes qu'il était difficile de sourcer à l'extérieur. Je donne un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, mais ça a duré un jour, un moment où pendant la crise Covid, tout au début, on a entendu qu'il y avait une décision de Microsoft qui était de privilégier pour Azure ses clients américains au détriment des clients européens. Tout à fait. Avant le Covid, on n'imaginait pas que ça puisse arriver. Après le Covid, on se dit, là on a un risque, et ce n'est pas forcément uniquement le risque d'avoir une intrusion souveraine par les services secrets américains sur le cloud, mais il y a aussi ce sujet qui est à un moment de préférer le pays dans lequel on est. Donc ça, c'est une dépendance, je pense, que personne n'imaginait avant le Covid. De façon opérationnelle maintenant, parce que là finalement on parlait un peu des problématiques un peu générales à toutes les entreprises que vous relevez, mais de façon plus opérationnelle en lien avec vos métiers, qu'est-ce que cela a réellement changé ? Ludovic ? Alors pour nous, juste pour rebondir là-dessus, dans le secteur des métaux, il y a une vraie prise de conscience que la vulnérabilité aux métaux en Europe était extrêmement importante. Dans votre téléphone portable, comme demain dans votre batterie pour véhicule électrique, vous avez besoin de nickel, vous avez besoin de lithium, vous avez besoin de manganèse et vous avez besoin de cobalt. Ce sont des éléments qu'aujourd'hui on trouve très peu sur le sol européen. Donc comme des problématiques qu'on a pu avoir sur les chaînes de médicaments, sur la crise des semi-conducteurs qu'on connaît actuellement dans l'automobile, je pense que la France et l'Europe ont encore plus pris conscience du fait que si on veut réussir la transition énergétique, ça veut dire réussir notre approvisionnement en métaux. Et il se trouve qu'Eramet est un des producteurs de ces métaux. Alors on ne les produit pas en Europe, on est ailleurs dans le monde, mais il y a une véritable problématique de sécurisation de l'approvisionnement de ces matières premières. Et pour y répondre, un des leviers majeurs, c'est le numérique pour sécuriser nos chaînes d'approvisionnement, à la fois sur l'optimisation de la production, mais aussi sur la traçabilité de ces éléments. Autrement dit, dans quelques années, quand vous aurez votre véhicule électrique ou même déjà sur votre iPhone ou autre téléphone portable, pouvoir vous assurer que ces métaux ont été extraits dans les meilleures conditions sociales et environnementales possibles, ça va devenir possible, ça l'est grâce au digital. Chez Framatome ? Plein de choses, mais d'abord la prise de conscience qu'opérationnellement, on a à la fois plus de complexité, plus de criticité. Plus de complexité, c'est... en fait, dans l'informatique, en général, on sépare l'IT et l'OT, et là, il y a le HT, donc les Home Technology,
que, de gré ou de force, on doit gérer, parce que si on doit assurer un service qui fonctionne pour des gens qui sont chez eux, il y a cette partie-là qu'il va falloir gérer. Plus de criticité, parce qu'on dépend plus de l'informatique, et donc ça veut dire qu'il y a des attentes très fortes, et ça veut dire aussi dire qu'en termes d'organisation, on ne va plus forcément être de la même façon. Quand vous n'êtes pas très très critique, que la complexité est faible, vous allez organiser par verticaux, les infras, les applications, le service aux utilisateurs. Si vous avez besoin d'avoir une criticité, de gérer une qualité de bout en bout, vous allez réorganiser, faire une DSI qui va être plus user-centrique, plus organisée par process transversaux. Donc ça, c'est des organisations qu'on a déjà fait. Dans mes équipes, il y a une personne, elle s'appelle Pascal, qui s'occupe de l'excellence opérationnelle, de la qualité des services, et qui est là pour assurer que de bout en bout, malgré la verticalisation qu'on continue à avoir, parce qu'effectivement, les métiers de l'infra, les métiers de l'app, c'est quand même pas les mêmes, et on assure cette qualité qui est attendue de nous. Alors, deuxième point, opérationnellement, c'est le yo-yo budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a une période où, un peu comme pour l'État, avec des chiffres un peu moins importants, mais quoi qu'il en coûte, il faut que ça marche. C'est-à-dire que voilà, demain, tout le monde est chez lui. Comment on fait ? Là, on aligne et puis on les met les moyens qu'il faut. Ça, c'est la première phase. Et puis après, il y a une deuxième phase où le financier, un peu contraint, revient à l'attaque. Et là, on consolide un peu, on va réduire les moyens. Et donc là, je pense qu'on est maintenant dans cette deuxième phase. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver de la pérennité, mais à des conditions économiques qui sont plus favorables que celles qu'on a fait quand il a fallu tout gérer dans l'urgence. Et puis alors, le dernier, c'est celui que j'ai évoqué, c'est de passage du Chief Information Officer au Chief Operation Officer. C'est-à-dire que c'est un partenaire des business units sur le process, et quand l'IT n'est pas critique, en gros, les gens vous appellent en disant je veux un PC, je veux SAP qui marche. Quand il est critique de bout en bout, vous allez être obligé d'entrer beaucoup plus dans les process métiers et d'être beaucoup plus un spécialiste du lean, de la performance, du process, que dans un monde plus siloté. C'est précisément ce qui a motivé cette émission, parce qu'en fait, la résilience à l'échelle des COMEX aujourd'hui, on l'a vu en échangeant avec nos invités et toutes les émissions, c'est que la résilience, il y a aussi le sujet cyber. À un moment donné, on a essayé d'adresser la direction générale sur le sujet, oui, mais j'ai mon RSSI, donc on a quand même, et vous êtes dans des organisations industrielles historiquement très silotées, si on parle d'informatique industrielle et ce que tu viens de décrire, c'est qu'à un moment donné, cette nouvelle gouvernance des risques, est-ce qu'elle est un enjeu ? C'est complètement vrai, en fait. Regardez dans une entreprise industrielle comment on fait de la qualité. Vous faites de la qualité en faisant en sorte que chaque personne prend sur soi les objectifs de qualité et que l'opérateur au plus près de la chaîne, il peut prendre les décisions qui peuvent améliorer la qualité. C'est le modèle toyotiste où vraiment vous décentralisez l'amélioration des problèmes. Dans la cybersécurité, jusqu'avant le Covid, on faisait la qualité, on faisait ça comme on faisait la qualité il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est en charge de la qualité, les autres font ce qu'ils ont à faire et puis il essaie de courir derrière les gens pour les faire changer. Je pense que sur la cybersécurité, il y a les deux mots-clés, c'est culture et résilience. Culture, c'est développer cette idée que la cybersécurité est l'affaire de tous. On en est très très loin, on en est un peu plus proche dans les industries critiques forcément, mais c'est vraiment un changement de culture. Et résilience, faire en sorte que vous allez un jour être attaqué et un jour une attaque va passer. Comment est-ce que votre entreprise sait marcher avec du papier ou avec des datasets ou des apps qui sont complètement bloqués ? Ça, c'est vraiment des nouveautés et ça a été poussé par le Covid et ça va rester parce que c'est des vraies tendances qui sont celles dont on a besoin pour faire une cybersécurité vraiment efficace. Catherine, je sais que tu vas être sensible à la remarque, mais les pompiers à Paris, une fois par mois, c'est gomme et crayon et planning. Donc l'exercice, il est opérationnel, effectivement, sans numérique. Ouais. Alors en résumé, donc, on voit que cette crise elle a été un accélérateur en matière de digitalisation, vous venez de le prouver, mais également de réindustrialisation de la France, en tout cas d'une problématique autour de ce sujet qui sera abordé par Emmanuel Macron demain, parce qu'il annonce le plan France 2030, justement. D'où l'importance, effectivement, de réussir votre transformation numérique. En quoi, justement, en termes opérationnels et stratégiques, c'est primordial ? Pour nous, c'est clairement primordial parce que, comme je vous le disais, sur la chaîne de valeur des métaux, sécuriser l'approvisionnement en métaux, c'est critique. Et pour ça, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est une véritable transformation par le numérique qui a déjà commencé. Donc, c'est être en capacité de piloter à la fois les aspects planification d'extraction minière, les aspects extraction, les aspects logistiques et supply chain, et les piloter non seulement en termes, comme on disait, d'excellence opérationnelle, mais aussi en termes d'impact carbone et d'impact social et environnemental.
Et donc là, en arrivant à récupérer un certain nombre de données et en les centralisant, donc en mettant en place des centres d'opération intégrés, ce qu'on a commencé à faire en Nouvelle-Calédonie pour le nickel et ce qu'on fait au Gabon sur le manganèse, et en le rapprochant aussi des besoins des clients, on arrive à être beaucoup plus efficace de bout en bout. Et donc il ne faut pas bien sûr obérer les aspects cybersécurité, parce que quand on est sur des problématiques industrielles, on peut avoir de la corruption de données. On a commencé à mettre de l'intelligence artificielle sur nos fours métallurgiques, par exemple. La prise d'une mauvaise décision due à une corruption de données pourrait être dramatique. Donc il y a aussi derrière des risques industriels qui sont extrêmement importants, qu'il faut arriver à gérer, et ça, bien sûr, ça passe par plus de qualité. Et il y avait également la fluidification sur les chaînes de valeur dont vous parliez, qui était la certification, etc., suivie par le numérique. Oui, tout à fait. Demain, comme je vous le disais, dans votre téléphone portable ou dans votre batterie de véhicule électrique, vous voulez être assuré que l'impact carbone a été minimum et que les pays dans lesquels ont été extraits les métaux ça s'est fait dans les meilleures conditions possibles. Et pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, on est en train de mettre en place une traçabilité numérique. On a commencé au Sénégal cette année et ça permet de donner de la visibilité à toutes nos parties prenantes et donc aussi dans la fameuse license to operate d'être plus apprécié des populations locales et des clients en certifiant qu'on respecte les meilleurs standards français et internationaux en termes d'extraction. Donc ça, c'est clé pour l'avenir. Comme on a dans d'autres secteurs, la traçabilité par le numérique est clé. Et d'ailleurs, les grands fournisseurs comme IBM et Microsoft nouent de grands partenariats avec les entreprises minières là-dessus. Vincent, un point sur l'importance justement de cette transformation numérique pour vous. Oui, il y a vraiment deux enjeux. D'abord, il y a un enjeu externe, c'est la productivité, donc c'est un levier de productivité. Alors, c'est pas si vous écoutez les consultants, ils vont vous expliquer que vous allez faire du 30, du 50%, c'est pas du 50%. General Electric décrivait ça en disant c'est power of 1%. C'est-à-dire que la productivité industrielle, c'est 1 ou 2% par an. Mais là, vous allez peut-être l'augmenter d'1 ou 2%. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment aller chercher, et c'est pas simple, c'est des processus à remettre en cause, mais 1% sur 10, 20 ans, ça vous fait un écart de compétitivité. Donc ça, pour des raisons de compétition internationale dans les secteurs exposés, l'outre en fait partie, c'est pas possible de laisser cette productivité sur la table. Et puis un deuxième sujet, qui est un sujet de dépendance, c'est le sujet que j'évoquais sur la crainte qu'il y avait eu autour d'une préférence qui aurait pu être donnée sur le cloud. Alors nous, dans notre domaine, on a un point supplémentaire, c'est que pour les solutions, par exemple le cloud, les Chinois ne voudront pas que ce soit des solutions américaines, les Américains ne voudront pas que ce soit des solutions russes. Bon, les Russes et les Chinois, ça peut dépendre, mais ils auront des contraintes, et donc on doit être capable de déployer les solutions dans un nombre d'environnements assez vaste. Et ça va aller, dans certains cas, un peu à l'envers, à rebours des tendances de productivité. La productivité digitale, c'est quoi? C'est en grande partie de la standardisation de solutions. Le cloud, les API qu'on a sur les clouds Azure, ou Google ou Amazon, on standardise, on industrialise la façon de faire du logiciel. Et dans certains domaines, pour les secteurs exposés, on ne pourra pas utiliser cette partie-là. Donc d'ailleurs, le débat qu'on a actuellement sur le cloud, tout le monde imagine, c'est le débat sur le stockage des données. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. C'est le débat sur toutes les couches hautes du cloud, donc plutôt le PaaS, qui vous permettent d'être très très productif sur le développement logiciel, mais sur lesquels vous n'avez pas de substitut si vous voulez sortir des solutions offertes par les GAFA. Et il y a certains clients qui vous imposeront de sortir des solutions faites par les GAFA. Donc là, il y a un vrai enjeu, et qui est un enjeu lourd. La R&D d'Amazon, c'est 20 milliards par an. Donc ce n'est pas 50 millions sur un projet de cloud régional ou national qui va régler le problème. Et pour répondre justement à tous ces nouveaux enjeux et vulnérabilités que vous relevez, pensez-vous justement vos organisations optimales aujourd'hui ? Alors moi, je pense clairement qu'il y a une marge de progrès, et c'est pour ça qu'on parle de transformation numérique. Pour moi, l'aspect transformation est extrêmement important. L'accès à la donnée et à l'information et la capacité à traiter l'information pour être plus efficace est clé. Nos organisations ont besoin d'être repensées grâce à la donnée. Aujourd'hui, elles sont encore extrêmement silotées parce que sur chaque maillon de la chaîne, chacun a ses objectifs. Et donc, une somme d'optimums locaux ne fait pas un optimum global. Ce que permet aujourd'hui la donnée et le numérique, c'est
d'arriver, alors on n'y arrive pas du premier coup, hein, bien sûr, c'est plusieurs pourcentages qu'on va y arriver, d'arriver à un optimum global. Et c'est ce qu'on veut mettre en place, nous, dans des centres d'opération intégrés qui repensent entièrement l'organisation de nos compagnies minières, qui deviennent beaucoup plus transversales et beaucoup plus orientées supply que production. Et derrière ça, il y a des problématiques, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, de gouvernance de la donnée et d'accès à la donnée. Ce qu'on voit dans le secteur des matières premières, parce que les pays dans lesquels on opère l'ont bien compris, c'est que la donnée, l'information, elle est clé. Et donc, il y a aussi une tentation de vouloir stocker les données dans les pays dans lesquels on opère. Donc, le passage au cloud, oui, mais on va avoir aussi quelques problématiques de dire certaines données sont souveraines et elles doivent rester dans les zones dans lesquelles on opère. Donc, je pense que la problématique va être complexe dans les années à venir, en tout cas dans le secteur des matières premières. Vincent ? Bon, je pense qu'une organisation, elle est bonne dans un contexte précis, avec des contraintes particulières, donc elle est amenée à bouger. Dans les tendances fortes, je vois d'abord la convergence entre le digital et l'IT. Le choix qu'on avait fait avant la crise, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le même rôle. Dans 15 ans, on ne fera plus de différence. Le digital, c'est juste l'IT un peu plus moderne et un peu plus agile. Donc ça c'est une tendance qui amène derrière des transformations dans les organisations. La deuxième tendance, c'est la tendance de centrer sur l'utilisateur. Quand une technologie n'est pas mature du tout, vous avez les organisations qui sont segmentées par les verticaux technologiques, parce que la difficulté, c'est de maîtriser la technologie. Plus la technologie est mature, plus vous allez avoir des organisations qui soient soit clients, soit processus. Donc ça, je pense que c'est un deuxième mouvement qui est très loin d'être achevé dans la plupart des DSI. Et puis le dernier mouvement, c'est celui que j'avais évoqué, c'est de devenir un partenaire de performance. Par exemple, mes équipes qui font les projets digitaux, je vais recruter exclusivement des spécialistes du Lean, du Reengineering, qui mènent des projets digitaux plutôt que des informaticiens qui vont évangéliser autour de technologie. Parce que vous pouvez avoir deux approches. L'approche, c'est la solution qui cherche un problème. Donc là, vous envoyez des informaticiens à la rencontre des personnes du métier, ou plutôt de partir par les use cases les plus rentables. Et là, vous avez besoin de personnes qui sont capables d'être un partenaire de performance crédible pour les métiers. Et là, c'est quand même un métier qui est un peu différent du métier d'un informaticien. Quel rôle joue votre COMEX dans cette transformation, dans le jeu en une minute. Absolument. Alors, nous, notre COMEX est très supportif de la transformation, d'abord, avec le numérique pour le soutenir. Il a bien compris que les transformations en termes d'organisation vont être majeures. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il faut des partenaires business, il faut travailler avec toutes les fonctions de l'entreprise, il faut que l'ADRH et les métiers soient totalement associés et bien sûr que ce soit priorisé par la valeur. Chez nous, c'était un double mouvement. Premier mouvement, c'est d'avoir ce rôle qui concilie l'IT et le digital qui soit au COMEX. Et ensuite, dans mon déploiement des projets, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois, il y ait un intérêt ou même la target soit chez les BU pour qu'ils soient intéressés, moteurs, plutôt que d'avoir des personnes dont le métier est à essayer d'aller les évangéliser, mais ça ne marche pas. Donc là, on a trois objectifs. Un, de rationaliser la façon dont on fait les grands projets, PLM, MES, pour vraiment que ça tire la valeur. Donc ça, c'est dans les métiers que ça se passe. La deuxième partie, c'est la partie performance digitale. Donc là encore, c'est des projets, mais qui sont des projets qui se font dans les métiers. Donc là, l'un des critères, c'est est-ce que la BU est porteuse et motrice, et si ce n'est pas le cas, on ne fait pas, on attend. Et le troisième domaine, c'est le développement d'un pôle digital d'Inframatome, dans lequel il y a des objectifs ensuite dans une des business units pour apporter la contribution à ce développement, donc qui est en train de se faire d'ailleurs dans la cyber ou dans l'inspection, à la fois en M&A, donc par des acquisitions de sociétés technologiques, et puis par le développement d'offres propres au BUs. Et ça, si ce n'est pas les business units qui ont envie et qui le font, ça ne peut pas marcher de l'extérieur. Donc le numérique devient totalement systémique, c'est ce que vous nous expliquez. Exactement. Il y a un siècle, vous avez probablement des membres du COMEX responsables de l'électricité dans certaines boîtes. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'électricité. La question de savoir de qui c'est le rôle ne se pose pas, c'est le rôle de chacun. Merci à vous. Merci, on peut les applaudir. On a quand même... On va effectivement... alors, Gérard, sur la thématique de la data, je pense que tu vas pouvoir que faire l'écho. Fabrice, vous avez préparé tous les deux avec l'aide de Laurent d'ailleurs, un certain nombre d'éclairages, donc tu en as 3. Tout à fait, oui. Alors on a commencé par les nouveaux risques de patrimoine informationnel et la gouvernance des données avec Gérard Guinamant, qui est Chief Data Officer Group au niveau d'Engie. Et nous avons rencontré également Laurent Garcia, qui est directeur des ventes SaaS IMIA chez Cohesity. Voilà, donc on peut regarder la, on y va, vidéo. Le sujet est lancé. Donc,
La donnée est au cœur de la transformation des entreprises et même pour certaines d'entre elles, on parle de transformation data plutôt que de transformation digitale. Mais sans gouvernance des données dignes de ce nom, aucune transformation n'est viable sur le long terme. Cette gouvernance est donc un élément clé de la capacité des entreprises à assurer la reprise de leur activité en cas de sinistre ou de cyberattaque. Je vais commencer avec vous, Gérard Guinamant, avec cette question. Quelles sont les conditions relatives à la data permettant d'assurer la résilience de l'entreprise? Alors, selon moi, il y a deux conditions. Une première liée au contenant, c'est-à-dire la plateforme technologique que l'on met en place pour gérer tout le flux de données, depuis son acquisition jusqu'à son analyse et son enrichissement, en passant par son stockage et bien évidemment son partage. Alors cette plateforme, elle doit être sûre, elle doit être sécurisée et dans le cas particulier d'un grand groupe, elle doit être à l'échelle, c'est-à-dire qu'elle doit être déployable à tous les coins, dans tous les coins du monde. La deuxième condition est relative au contenu, c'est-à-dire à la data elle-même. Donc cette data, elle doit être de bonne qualité, elle doit être complète et surtout, elle doit être gouvernée. Alors gouverner, ça veut dire trois choses. La première, c'est qu'il doit y avoir un ownership de chaque donnée, c'est-à-dire quelqu'un propriétaire de ces données. La deuxième condition, c'est un stewardship, c'est-à-dire quelqu'un en charge de faire le nettoyage et de veiller à la qualité de ces données. Et la gouvernance de cette donnée en trois points, stewardship, ownership et leadership. Le stewardship, c'est la capacité à nettoyer et entretenir ces données de bonne qualité. L'ownership, c'est de définir qui est propriétaire de ces données. Et le leadership, lui, il doit être le plus haut niveau possible dans l'entreprise. Laurent Garcia, même question. Quelles sont les conditions relatives à la data permettant d'assurer la résilience d'une entreprise? Alors tout d'abord, on va partir d'un constat, la manière dont nous avons collectivement géré ces données sur les dernières années, avec une approche très holistique, par silo, dont on souhaitait tirer parti pour une fonctionnalité précise. Exemple, analyse de données, exemple, stockage de la donnée. L'idée est plutôt d'arriver avec une approche basée sur 5 piliers. Le premier pilier étant la manière dont on va ingérer cette donnée-là, quel que soit le socle technologique, comme le précisait Gérard il y a quelques minutes. À partir du moment où cette donnée est ingérée, on va là tout simplement la protéger, quel que soit son lieu de localisation, dans ses propres centres de données, chez un prestataire tierce, dans un environnement public cloud. Puis vient l'étape de sécurisation. Par sécurisation, je m'entends deux approches. La première, très sécuritaire, pour répondre à des besoins autour de cybermenaces, d'attaques, de ransomware plus communément, mais également d'un point de vue légal juridique, la manière dont on va auditer, archiver ces fameuses données. À partir du moment où on a complété ces trois premières étapes, va arriver la quatrième qui est tout simplement l'aspect réutilisation de la donnée, à des buts d'augmenter l'efficacité de son entreprise. Et la cinquième étape primordiale sera bien sûr l'analyse de la donnée, donc comment effectivement je vais améliorer les performances de mon entreprise, quels que soient les métiers. Gérard Guinamant, en quoi une bonne gestion technique et patrimoniale de la donnée permet-elle de faire face à des situations de crise opérationnelle? Alors, je citerai deux exemples très récents, donc liés à la pandémie et plus particulièrement aux périodes de confinement. Le premier exemple concerne la gestion opérationnelle des établissements restés ouverts pendant la pandémie et en particulier les hôpitaux, les EHPAD. Dans ces établissements, nous entretenons les chaudières, nous entretenons les systèmes de climatisation et le fait d'être en capacité de collecter la donnée relative à ces équipements en temps réel, de détecter des anomalies, de prévenir des pannes, nous a permis d'assurer une continuité d'activité de ces établissements, mais aussi de mieux gérer l'envoi des techniciens sur place. Deuxième exemple, plutôt lié à la sortie de pandémie, à la reprise d'activité de nos clients. Le fait de disposer d'un certain nombre de données marketing, financières, sur l'activité aussi de nos clients, mais aussi des données plus générales sur, par exemple, l'état de la pandémie dans les différents pays, nous a permis d'échelonner
nos actions, de prioriser notre support à ces entreprises et ainsi de leur permettre d'ouvrir, de réouvrir leur site dans de très bonnes conditions pour leurs employés et aussi pour leur propre continuité d'activité vis-à-vis de leurs clients. Laurent Garcia, même question. En quoi la bonne gestion de la donnée permet-elle de faire face à des situations de crise opérationnelle ? Alors la manière dont nous accompagnons nos clients aujourd'hui dans justement ces relations de crise va être plutôt un travail fait en amont sur la prévention. Par cela, on va tout simplement accompagner nos clients sur une approche de création d'un socle de données, un socle de gestion de la donnée, basé encore une fois sur 3 approches. La première approche va se composer du socle dit plutôt technique, la manière dont on va effectivement stocker, ingérer ces données sur des plateformes de stockage primaire ou secondaire, encore une fois des systèmes par exemple de partage de fichiers. Puis va venir les services qu'on va déposer sur cette fameuse ce socle de données. Par service, je m'entends mettre en place des mécanismes liés notamment à la protection des données, autour de la sauvegarde, du plan de PRA, accompagner certains clients, par exemple notamment dans le secteur bancaire, qui sont mis sous pression par rapport aux régulations, législations, de mettre en place des mécanismes, on va dire, de air gap, de vault, qui vont permettre de garantir à ces établissements bancaires d'avoir leur application, en tout cas leur application critique, hautement disponible, à plus de 100%. Puis viendra le 3e temps sur l'aspect analytics au sens large du terme. Donc comment, par exemple, je vais pouvoir mieux utiliser, mieux consommer mes plateformes, mais comment je vais également réduire mon coût de possession dans le temps, savoir quel utilisateur accède à quoi en termes de données ou d'applicatifs. Gérard Guinamant, dans un monde en constante évolution et notamment en transition énergétique, en quoi la donnée permet-elle de préparer l'avenir? Comment permet-elle d'éclairer la prise de décision et d'assurer la continuité de service dans la durée? Alors effectivement, la donnée permet d'accompagner l'entreprise sur 2 dimensions. D'abord la dimension opérationnelle, mais aussi la prise de décision. Sur la dimension opérationnelle, chez Engie, nous avons développé un grand nombre de cas d'usage, dont beaucoup d'entre eux comportent de l'intelligence artificielle, à la fois pour accompagner nos clients dans leur transition énergétique et dans leur parcours de décarbonation. Donc on a de nombreuses applications basées sur la donnée qui permettent par exemple de piloter la décroissance carbone d'une entreprise cliente. Nous utilisons aussi la donnée pour nos propres assets, c'est-à-dire qui dit transition énergétique dit recours de plus en plus aux énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables ont un gros défaut qui est l'intermittence. Donc là, nous utilisons la donnée dans de nombreux cas d'usage pour, par exemple, prédire la production avec les données de météorologie, par exemple, ou pour augmenter la disponibilité des assets, que ce soit les éoliennes ou que ce soit les panneaux solaires, et ainsi éviter de trop déployer de ces assets à travers le monde. Sur le plan de la prise de décision, je suis aujourd'hui intimement convaincu qu'une entreprise en transition doit utiliser le big data pour prendre ses décisions, c'est-à-dire qu'elle doit être en capacité, premièrement, de croiser de grands volumes de données, à la fois des données opérationnelles venant des assets, mais aussi des données financières, et bâtir de nouveaux systèmes d'indicateurs croisant ces données. Elle doit le faire en temps réel, et nous avons les moyens technologiques aujourd'hui de piloter en temps réel et pas seulement regarder des dashboards a posteriori. Et enfin, la donnée doit nous permettre de nous projeter dans l'avenir et donc de faire aussi du prédictif en matière de pilotage. Même question, Laurent Garcia, dans un monde où les transitions ne sont pas qu'énergétiques, mais elles sont multiples, en quoi la donnée permet-elle de préparer l'avenir? Alors le constat, c'est que le statu quo ne fonctionne plus. C'est ce qu'on a vu en tout cas ces 18-24 derniers mois, dû à différents facteurs. Le premier, effectivement, les cyberattaques. Par exemple, sur le continent américain, il y a une attaque, il y a 7 attaques par heure. Également, la manière dont on va gérer la donnée. Selon différentes études, on s'aperçoit que seulement
seulement 32% des données stockées et ingérées au sein de l'entreprise sont réellement utilisées, ce qui fait un grand axe de progression, d'amélioration sur les plateformes existantes. Et le dernier point, c'est principalement le fait qu'une interruption, par exemple 1 heure d'interruption en production, coûte à une entreprise jusqu'à 300 000 $ en termes de pertes, en ajoutant bien sûr les dommages liés à la notoriété, à la marque de l'entreprise. Gérard Guinamant, Laurent Garcia, merci beaucoup pour ces échanges. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas sur les réseaux à réagir, à rejoindre le salon de débrief parce que nos invités seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions juste après ces 52 minutes. Gérard, tu as presque fait écho et répondu à Ludovic sur les sujets d'organisation et de leadership autour de la data. Oui, je pense que ce sont vraiment deux sujets qui me tiennent à cœur, qui sont très, très importants. Je pense qu'aujourd'hui, l'organisation autour de la data, que ce soit la stratégie, le développement des cas d'usage et la technologie qui supporte l'implémentation, tout ça doit être absolument managé d'une seule voie, j'allais dire. C'est hyper important. Et puis le deuxième point sur le leadership, je pense que là aussi, le leadership à tous les étages de l'organisation est important et le leadership au plus haut étage de l'organisation. Et chez Engie, on a cette chance d'avoir ce leadership-là et je pense que c'est vraiment une condition de réussite. Laurent, j'ai vu les yeux briller tout à l'heure quand on parlait de ces enjeux de gouvernance du cloud, enfin, surtout sur les sujets de PaaS notamment. Oui, effectivement, Sylvain. Comme l'ont dit nos invités précédents, il y a quelque chose qui m'a marqué plusieurs fois, et c'est bien qu'on ait cette prise de conscience aujourd'hui, c'est la manière dont, effectivement, on va gérer la donnée. Donc l'idée, effectivement, ce n'est plus d'avoir des silos de données qui vont engendrer différentes problématiques, aussi bien au niveau de la DSI, du COMEX, etc., mais arriver, effectivement, avec une approche où on va créer ce fameux socle de données sur lequel on va délivrer des services à valeur ajoutée. Fabrice, oui. Prochaine interview, Nicolas Dufour. Alors, il n'est pas avec nous aujourd'hui, il sera là le 21, donc je l'invite à nous rejoindre et il pourra faire écho à son interview. Vous avez tous les deux préparé cette interview. Voilà, avec Nicolas Divin. Effectivement, la deuxième thématique que nous avons traitée sous forme de vidéo, c'est les nouveaux risques liés aux architectures et les pistes d'optimisation. Et pour cela, nous avons rencontré Nicolas Dufour, qui est sous-directeur méthode et plateforme de services au ministère de la Justice, et Nicolas Divin, qui est responsable du marketing vertical chez Equinix. Et on regarde ça ensemble. De plus en plus d'entreprises et d'organisations basculent vers le cloud, migrant leurs applications, leurs bases de données, bref, tout ou partie de leur infrastructure, vers des clouds publics, des clouds privés, voire des clouds hybrides, faisant appel pour cela de plus en plus fréquemment à de multiples prestataires. Mais cette migration ne s'improvise pas, elle comporte des risques qu'il convient d'évaluer avec précision et de maîtriser. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dufour, chef de service adjoint au service du numérique au sein du ministère de la Justice, et Nicolas Divin, responsable du marketing vertical chez Equinix. Nicolas Dufour, je vais commencer avec vous. Quel est le contexte actuel du ministère de la Justice en matière d'infrastructure ? Le ministère de la Justice est en pleine évolution sur ce thème-là. Et il va passer effectivement d'une stratégie dite legacy traditionnelle à une orientation cloud radicale dès 2022. On s'inscrit dans la stratégie de l'État qui s'appelle la stratégie de cloud au centre, articulée autour de cloud privé interne de l'État, montée par le ministère de l'Intérieur qui s'appelle PI et montée par la DGFiP qui s'appelle NUBO, et par des clouders externes qui ont été contractualisés dans le cadre d'un marché de l'État. Et certains ont été qualifiés par l'ANSSI, on appelle cette qualification, ils sont SecNum Cloud, qui permet de garantir une souveraineté et une sécurité des traitements et des données des applications qui sont déposées sur ces clouds. Quels nouveaux risques pèsent aujourd'hui sur ces infrastructures ? Les nouveaux risques qui pèsent entre autres sur ces infrastructures, il y en a de nombreux en fait. Les premiers que je vois par rapport au cœur même du service du numérique et de la justice, c'est de construire une culture, une compétence et une organisation adaptée à ces nouvelles solutions pour tout ce qui est la maîtrise et la qualité de service de sa production. Comme toute DSI traditionnelle, l'un des premiers objectifs, c'est de garantir la production et sa performance et sa résilience. Donc on doit se projeter dans ces nouvelles solutions pour garantir
le même niveau et même l'augmenter grâce à des opérateurs industriels qui apportent encore plus de résilience dans le fonctionnement des infrastructures. Nicolas Divin, au-delà de la perte de maîtrise de la production évoquée par Nicolas Dufour, quels autres risques pèsent selon vous sur les architectures ? Alors, un des risques principaux qui pèsent sur les architectures est le risque autour de la donnée, notamment de la donnée personnelle, dans un environnement où le secteur public agrège nombre de ses services pour avoir une vision 360 de ses administrés. Alors c'est vrai qu'un des prérequis sur ce sujet-là est la mise en place d'une infrastructure cloud qui soit a priori équivalente en termes de sécurité aux infrastructures qui sont mises en place sur site aujourd'hui dans le domaine privé. Alors effectivement, il est important d'avoir cette notion de cloud de confiance, de cloud privé, qui permet la privatisation des échanges et des flux et des ressources pour pouvoir permettre à ces acteurs du secteur public d'avoir une meilleure maîtrise en fait, de cet environnement global. Quelles sont les autres pistes d'optimisation selon vous ? Alors, une des pistes d'optimisation qui est intéressante, c'est effectivement l'interconnexion de cet écosystème avec les acteurs gouvernementaux. Quand on parle d'interconnexion, on parle d'interconnexion entre effectivement les différents sites existants, les data centers, les acteurs du cloud, mais également d'autres acteurs un peu plus techniques autour de la sécurité ou de services associés au réseau et à la gestion des données. Cette interconnexion, effectivement, un certain nombre de bénéfices, principalement permet de réduire la surface des risques sur les infrastructures que l'on gère, et puis également d'améliorer la performance et la rapidité de réponse sur ces questions de sécurité. Même question, Nicolas Dufour, quelles sont selon vous les pistes d'optimisation que vous privilégiez ? Au ministère de la Justice, on a engagé sur ces pistes, et ces pistes sont la construction de principes d'architecture à tous les niveaux, techniques, applicatifs, fonctionnels et métiers, basés sur des couches logicielles qu'on appelle chez nous au ministère de la Justice l'offre alpha, qui va donc tourner sur les clouds que j'évoquais tout à l'heure, de cloud au centre, interne et externe, et qui va nous permettre d'accélérer le numérique en se projetant résolument dans le DevOps, et délivrer des produits numériques métiers beaucoup plus rapidement, beaucoup plus performants et beaucoup plus adaptés aux besoins des métiers et des utilisateurs de terrain. Nicolas Divin, en complément de ce que vient de dire Nicolas Dufour, quels enjeux particuliers voyez-vous pour le secteur public ? Alors dans le secteur public, je vois principalement deux enjeux. Un premier enjeu qui est un enjeu de souveraineté, souveraineté des infrastructures, souveraineté de la donnée, qui est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors effectivement, il y a une évolution réglementaire, on peut parler RGPD par exemple, qui impose aux différents acteurs d'avoir des contraintes au niveau de la sauvegarde et du traitement de leurs données. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont menées par des acteurs nationaux, notamment on peut citer Bleu par des gros industriels français ou Gaia-X qui vont justement dans le sens de cette mise en place de cloud souverain. Il y a aussi effectivement l'interconnexion, pour revenir encore une fois sur ce sujet, d'acteurs privés ou de collectivités locales, toujours dans ce sens souveraineté, pour vraiment avoir une maîtrise complète sur le territoire de ces enjeux. Un deuxième point qui est important et sur lequel on travaille également est le rapprochement avec les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de services qui sont régionalisés, décentralisés, et il y a un besoin d'aller se rapprocher au plus près de cet utilisateur. Dans la même vague, on a cette tendance vers la ville connectée, Smart City, comme on peut l'appeler dans notre jargon, qui effectivement met en place un certain nombre de services, que ce soit dans le transport public, dans la sécurité urbaine, dans effectivement la mise en place de services administratifs localisés qui nécessitent d'avoir cette proximité avec l'utilisateur. Et donc on peut envisager dans ce cadre-là la mise en place de solutions qu'on appelle Edge, qui vont permettre aux différents acteurs de l'industrie de se rapprocher au plus près de ses utilisateurs. Nicolas Dufour, Nicolas Divin, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicolas, merci pour ces éclairages. La logique de décentralisation, de proximité est un vrai enjeu pour le secteur public.
C'est effectivement un vrai enjeu. Alors comme je le disais en fin d'intervention, on a un besoin de se rapprocher de l'utilisateur final qui généralement est en région, que ce soit des collectivités, que ce soit des partenaires privés, publics ou bien des administrés tout simplement. Et donc il y a une nécessité à gérer son réseau peut-être de manière un petit peu différente, à se rapprocher de ces différents acteurs, à gérer son écosystème, à interconnecter son écosystème pour que cela puisse bénéficier des échanges d'informations et de flux de la meilleure manière possible. Puis service déconcentré pose aussi des problèmes de compétences sur les territoires quand même. Exactement. D'où le rôle d'accompagnement utile. Fabrice ? Oui, alors nous avons fait pour cette troisième vidéo un focus sur le secteur bancaire, particulièrement concerné par les questions de résilience. Nous avons rencontré Jacques Baudilis, qui est responsable du département d'Ext, Risque IT et Projet au sein du Crédit Mutuel Arkea, et Loïc Bréa, qui est ici, Senior Manager IMIA pour Programme Security Payment chez Verizon. Et sans plus attendre, nous allons porter notre attention sur le secteur bancaire, un secteur où la thématique de la résilience, et plus particulièrement de la cyber-résilience, est omniprésente. À quel type de fraude les entreprises sont-elles confrontées? Comment mettre en œuvre un programme de cyber-résilience et de gestion des risques? Comment tirer profit des nouveaux cadres réglementaires sans toutefois succomber à leur très grand nombre? Telles sont les questions que nous allons aborder avec nos deux invités. Je me tourne vers vous, Jacques Baudilis, avec cette première question. Quels sont les principaux types de fraudes rencontrés dans le secteur bancaire? Dans un contexte d'exposition grandissante des services numériques de la banque, je distinguerai trois catégories. La première concerne la fraude externe autour des moyens de paiement. Donc, principalement la carte bancaire et le chèque. Donc, ça peut être de vol de moyens de paiement, ça peut être utilisation des informations de la carte bancaire pour des paiements à distance. Sur le chèque, ça peut être des systèmes de cavalerie, par exemple. La seconde catégorie va se baser sur l'usurpation d'identité du client. Donc là, les attaquants vont trouver des techniques, alors ça peut être du phishing ou d'autres techniques pour récupérer des données confidentielles du client dans l'objectif de prendre la main sur leur compte en ligne et puis, in fine, de faire des sorties de fonds vers des comptes de passage essentiellement. La troisième catégorie, et c'est peut-être c'est là qu'on va s'attarder un peu plus, c'est les attaques massives. Donc c'est quelque chose qu'on a vu qui s'attaque non plus à un client, mais au système d'information globalement. Donc on l'a vu apparaître avec WannaCry en 2015, et depuis on a eu des répétitions comme Emotet en 2020. Là on est sur des cyberattaques avec un objectif de sabotage, de déstabilisation ou de vol massif de données pour les revendre sur les dark web par exemple. Donc, dans ce contexte-là, on se rend compte que nous sommes devant des fraudes d'une autre ampleur qui vont être de véritables risques opérationnels pour l'entreprise et qui vont donc nécessiter, pour faire face, un programme de cyber-résilience. Loïc Bréa, je me tourne vers vous. Jacques Baudilis vient d'évoquer la nécessité de mettre en place des programmes de cyber-résilience. Quels sont les nouveaux challenges à prendre en compte dans le cadre d'un programme de cyber-résilience et de gestion des risques? Alors il faut bien comprendre que l'entreprise aujourd'hui évolue dans un paradigme qui s'est complètement transformé au cours des 10 dernières années. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises abordent la sécurité et la cyber-résilience sous l'angle métier en identifiant quel est le propriétaire de la donnée ou quels sont les propriétaires d'applications. Il y a encore une dizaine d'années, on abordait cette problématique uniquement sous l'angle technique et technologique. Le deuxième point, le deuxième changement de paradigme, c'est le recours massif à des fournisseurs cloud, que ce soit pour de la bureautique, pour des services externalisés métiers, que ce soit pour du recours à de la télémaintenance ou à des tâches d'administration. Donc le recours au cloud, aujourd'hui les frontières de l'entreprise sont complètement ouvertes. Hier, encore une fois, on abordait la sécurité au niveau périmétrique. Aujourd'hui, avec cette ouverture des frontières et le recours massif au cloud pour des usages sur la bureautique, pour des usages sur des applications métiers, pour des usages sur de la téléadministration, cet aspect fait que le panorama de risque de l'entreprise a complètement évolué. Le troisième aspect à prendre en compte dans un programme de cyber-résilience, cybersécurité, c'est le fait que les menaces ont elles aussi évolué. On est sur des menaces extrêmement sophistiquées, persistantes, qui sont parfois détectées extrêmement tardivement, ce qui nécessite aujourd'hui une prise en compte au plus haut niveau de ce nouveau paradigme.
Donc en conclusion, on le voit, le paradigme a complètement changé et de ce fait, l'entreprise doit complètement intégrer son programme de cyber-résilience et de cybersécurité au niveau du board plutôt que d'aborder ce sujet exclusivement sous l'angle technique. Comment les nouveaux cadres réglementaires répondent-ils à cette problématique et quel est l'apport de la certification? Il convient de distinguer 3 niveaux et 3 types de cadres réglementaires. Le premier va concerner plutôt un cadre réglementaire qui est ce qu'on appelle les standards et les bonnes pratiques de sécurité. On peut citer le NIST, on peut citer le CIS Benchmark, qui sont des recueils de bonnes pratiques sécurité, dont l'application est plutôt consultative et que les entreprises peuvent utiliser pour justement sécuriser leurs systèmes d'information, leurs environnements, etc. Le deuxième étage de la fusée va concerner la réglementation de droit privé. On peut citer justement dans le monde bancaire PCI DSS, qui s'applique plutôt à des e-commerçants ou à des établissements bancaires qui vont manipuler de la carte bancaire, ou encore à SWIFT, CSP, le Customer Security Program, qui a mis en place ce programme pour justement améliorer la sécurité et la transparence au niveau de la sécurité des entreprises qui sont reliées à ce réseau d'échange de messages financiers. Donc, un opérateur qui va appliquer cette réglementation à ses clients, à ses partenaires métiers. Le troisième étage de la fusée, qui va être le plus contraignant, va concerner la loi. On peut citer la GDPR, qui a été mise en place il y a quelques années pour gouverner et pour apporter de la confiance et de la sécurité dans la gestion des données personnelles. On peut citer PSD2, qui est une directive européenne qui, là aussi, doit renforcer la confiance dans la sécurité des paiements au niveau européen. Ou encore la LPM, la loi de programmation militaire, qui va, elle aussi, apporter des bonnes pratiques de sécurité au secteur sur des opérateurs d'intérêt vital, de manière à ce que les entreprises puissent, justement, améliorer les bonnes pratiques de sécurité. Et bien évidemment, chacun de ces 3 types de standards et de contraintes peuvent être audités par des équipes internes ou par des tiers externes pour justement apporter un niveau d'assurance supplémentaire sur le respect de ces différentes réglementations, normes et pratiques. Alors, on assiste à une multiplication de normes et de cadres réglementaires dans le secteur de la banque. Les plans d'assurance sécurité avec les tiers en matière d'externalisation notamment deviennent un enjeu majeur pour les DSI. Comment faites-vous face à ce millefeuille réglementaire ? Alors, face à ce millefeuille réglementaire, comme vous dites, on s'organise de façon différente sur beaucoup d'activités. Déjà la veille, la gouvernance au niveau des risques, mais aussi dans la façon de mettre à jour, on va dire, nos process et nos procédures. On va chercher, dans le cadre, on va dire, de notre appétence au risque, à définir des socles communs, donc à intégrer dans nos process, à intégrer dans nos procédures. L'objectif là-dessus est de ne pas non plus traiter les réglementations une à une, mais traiter bien l'ensemble pour que la bonne exécution des process et la bonne exécution des procédures fassent que finalement nous soyons conformes à ces réglementations. Loïc Bréa, comment répondre à ces enjeux et quelles sont les clés d'un programme de cyber-résilience ? Alors je pense que dans un premier temps, comme l'a très bien dit Jacques, il est urgent de bien faire le point et de bien cadrer la démarche. Donc dans un premier temps, bien identifier tous les standards, toutes les règles, toutes les lois auxquelles l'entreprise est soumise, de manière à bien comprendre quelles sont les priorités à aborder. Une fois que ce point est réalisé, bien identifier quel est l'impact sur la cybersécurité et sur le programme de cyber-résilience en termes de périmètre, à quel environnement, métier ou technique s'applique quelle loi, quel standard, quelle directive, et ensuite bien identifier quelles sont les factorisations qu'il est possible d'apporter. Si on ne passe pas par ce cadre, globalement, l'entreprise peut être soumise à des périodes d'audit sur une année complète, avec, on le voit, des entreprises qui vont avoir à réaliser des audits sur PCI DSS, sur SWIFT, sur la LPM, sur DSP2, sur PCI PIN et sur une bonne dizaine de réglementations. Donc bien poser le cadre et voir là où il est possible de gagner du temps et de factoriser pour simplifier les choses, et de manière à ce que les opérationnels qui vont répondre à ces auditeurs puissent justement passer le moins de temps possible en audit et le plus de temps possible à faire ce qu'on leur demande de faire. Ensuite, bien identifier les projets contributeurs. Est-ce qu'il est nécessaire de lancer un programme ou un nouveau projet pour collecter les logs de manière à les analyser si dans les tuyaux, j'ai un projet de mise en place d'un SOC qui est en place et qui doit atterrir sous 3 à 6 mois. Donc bien identifier au sein de l'entreprise les projets en cours et ce qui peut contribuer à la réussite de programmes de cybersécurité et de cyber-résilience. Le dernier point,
c'est que l'entreprise va devoir également, ou va pouvoir plus exactement, prendre des références, échanger avec ses pairs, avec des entreprises similaires du secteur, pour bien comprendre comment d'autres réalisent ou font et quelles sont les clés de la réussite d'autres entreprises similaires. Maintenant, malgré ça, il faut bien comprendre que malgré toutes ces réglementations, tous ces standards, toutes ces mesures de sécurité qui vont être mises en place, l'incident peut survenir à tout moment. On l'a vu il y a quelques jours avec la panne géante qui a impacté Facebook. Pour une entreprise comme celle-ci, qui possède certainement un grand nombre de programmes de cybersécurité, de cyber-résilience, on l'a vu, la panne a duré 7 heures. Donc lorsque la panne survient, il faut la compétence, il faut le plan de réponse aux incidents, il faut le plan de communication et il faut savoir gérer la crise rapidement. Jacques Baudelis, Loïc Bréa, merci beaucoup pour nos échanges. Merci à vous. Loïc, merci pour ce témoignage. Alors, la propriété de la donnée, c'est quand même un sujet clé pour toi. Effectivement, on constate vraiment, comme je l'ai entendu tout à l'heure, une sorte de shift vers une maîtrise de la cyber-résilience qui se voyait encore il y a quelques années à travers un angle exclusivement technique, vers justement une prise de conscience du COMEX et des différentes directions par justement la prise en compte de ces problématiques par l'angle propriété de la donnée, propriété de l'application. Merci. Merci très appuyé à chacun d'entre vous d'avoir joué le jeu de ces témoignages, ces échanges. On arrive à la conclusion de cette première partie d'émission, et ce live. Alors, on vous invite tous à nous rejoindre sur Salon de Débrief, donc restez connectés pour ceux qui sont effectivement sur le Zoom, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, venez nous rejoindre. L'adresse va vous être communiquée. Alors, j'espère qu'on a répondu à ce challenge, vous éclairer en 52 minutes et quelques minutes. En tout cas, prochain rendez-vous sur cette thématique résilience numérique le 21 octobre, donc sur consolider sa résilience IT, les bonnes pratiques. Donc on aura un biais beaucoup plus aussi cybersécurité, infrastructure, plan de reprise d'activité. Aussi dans le même format, puis on le fera évoluer, donc les sujets sur le data management qui arrive, sur le futur du travail, sur le numérique responsable, donc vous dire que l'agenda effectivement est bien rempli. En tout cas, un merci Catherine. Merci. Bravo pour cette animation, bravo et merci à tous. Alors, on a le traditionnel selfie, on le fera pendant le salon de débrief. En tout cas, moi je vous remercie tous vraiment d'avoir participé, contribué. Puis maintenant, on va passer à la session interactive. À tous et à toutes, merci.